Merci de rejoindre donc cette table ronde où nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, les grandes entreprises, les PME, les TPE. Comment protéger et faire évoluer sa supply chain dans un monde incertain sans céder à la peur ni à la complexité. Nous vivons tous en ce moment des périodes de forte tension, hein, qu'elles soient géopolitiques, climatiques, cyber, mais c'est aussi une période d'opportunité, on va dire. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en termes de relocalisation, innovation, coopération aussi avec vos fournisseurs. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de rendre cette table ronde, on va dire, concrète et compréhensible. Donc pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux experts et on va dire deux témoins. Donc les experts étant Stélie Hauteville. Bonjour. Et Clément Charavel. Bonjour. Et nos témoins sont Marilène Lombardi. Bonjour. Et Jérôme Schellenberger. Bonjour. Voilà, je vais laisser maintenant, ils vont se présenter à vous rapidement. Oui, donc bonjour. Voilà, j'espère que vous avez bien déjeuné. C'est vrai que ce n'est pas évident de passer juste après ça. Donc moi, je suis Marilène Lombardi. Je travaille chez Hager Group, qui est une entreprise, on va dire, locale, hein, franco-allemande, un des leaders du marché pour tout ce qui est services et solutions pour les installations électriques du résidentiel, tertiaire et industriel. Et je suis la responsable achat au niveau mondial pour toutes les matières premières. Donc voilà, je suis heureuse d'être parmi vous et d'apporter mon expérience sur le sujet. Donc je me présente, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Clément Charavel, je travaille à la Banque de France sur un projet récemment développé à la Banque de France qui est l'indicateur climat pour les entreprises. La Banque de France a une mission de service d'accompagnement des entreprises et des particuliers. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a envisagé de développer, il y a à peu près 3-4 ans, un indicateur climat pour les entreprises qui est actuellement en production. Bonjour à tous, donc je suis Stélie Hauteville, je suis responsable du service maritime et aérien pour le groupe ED Trans. Donc ED Trans, c'est un commissionnaire de transport qui gère tout ce qui est transport, donc route, maritime, aérien, et qui vous accompagne les prospects, les clients au jour le jour dans leurs expéditions. Et pour ma part, c'est Jérôme Schellenberger, je suis responsable de l'ingénierie logistique, de la partie projet logistique pour le groupe Schmitt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les marques de cuisine et d'ameublement de l'intérieur, Schmitt, Cuisinella, et tout nouvellement Spoon & Room pour les Parisiens pour l'instant. Donc mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de gérer l'ensemble des projets de transformation de la supply, principalement de la logistique aval et intercity. Merci à vous quatre. Donc nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet et nous allons parler d'un thème central qui est la logistique internationale. Donc dans un monde marqué par l'instabilité des flux, comment garder le cap. Et pour cela, Stélie Hauteville va intervenir sur ce sujet. Donc Stélie, comment gérez-vous les tensions actuelles sur le fret maritime et aérien ? Alors ça, c'est un très bon sujet parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez certainement suivi l'actualité entre grèves, conflits géopolitiques, les émissions de carbone, les risques climatiques. On doit tout le temps s'adapter. Donc comment on gère ça au quotidien ? Déjà, on a une forte veille sur le sujet pour pouvoir anticiper les problématiques. On a une très bonne connaissance de nos flux qui nous permet de sensibiliser et anticiper justement les problématiques et prévenir nos clients en amont. Chez ED Trans, du coup, en fait, vu qu'on gère tout ce qui est transport maritime aérien, ça nous permet, du coup, quand il y a une tension sur un mode de transport, de pouvoir switcher facilement sur un autre mode de transport. Voilà, donc il y a eu notamment pendant le Covid où le fret maritime était extrêmement cher. Voilà, il a fallu trouver des solutions annexes. Donc on a aussi su proposer des solutions en ferroviaire pour faire des imports de Chine.
Et puis, on a la chance d'avoir un très bon réseau et des partenaires fiables qui sont autant flexibles que nous, donc, et qu'on fidélise en fait de la même manière que nos clients. En fait. On a une très bonne relation de confiance avec nos partenaires et du coup, ils sont proactifs pour nous aider dans toutes nos problématiques. Et peut-on gagner en flexibilité sans augmenter les coûts et les délais ? Alors oui, c'est possible, mais ça demande de l'organisation en fait. Il faut anticiper le maximum pour éviter les surcoûts de dernière minute. Notamment une société qui a l'habitude de faire aucun stock, du just-in-time. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, on ne conseille pas aux entreprises de fonctionner de cette manière. Il y a trop de délais, de changements de transit time dans le monde du transport. Donc, il conseillait d'avoir un stock quand même tampon. Et puis, comme ça, pouvoir faire un transport, on va dire, normal, sans avoir de surcoût. Et puis, il faut aussi que les clients, les exportateurs, les entreprises s'entourent de partenaires capables justement de leur proposer diverses solutions. Donc, comme nous pouvons faire chez OD-Trans, de pouvoir switcher très facilement entre chaque mode de transport en fonction de l'urgence et de la problématique. Et en termes de conseils, que conseilleriez-vous à une PME, à ces petites entreprises pour sécuriser leur flux sans bouleverser leur chaîne d'approvisionnement ? Alors déjà, je leur dirais de s'appuyer sur plusieurs partenaires, ne pas avoir qu'un seul partenaire de transport parce qu'en cas de défaillance, ils n'ont pas de solution alternative et du coup, ils risquent de trouver un partenaire qui va se dire c'est l'urgence pour eux, on a bien compris et ils vont appliquer des tarifs élevés. Donc voilà, avoir au minimum 2 partenaires, c'est pour moi indispensable. Avoir, comme je disais juste avant, un stock tampon pour éviter les ruptures de chaîne et donc éviter les expéditions urgentes en aérien de dernière minute. Et puis, il y a aussi beaucoup de médias sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous abonner à des newsletters comme l'Antenne, le Journal de la Marine Marchande, Antonio, la radio Supply Chain, du coup. Merci. Voilà. Du coup, c'est une mine d'or d'informations et du coup, ça permet quand même d'anticiper des sujets et de ne pas les découvrir à la dernière minute. Et puis, dernier conseil, donc j'ai fait une intervention ce matin lors d'une conférence où je parlais de monter son dossier de transport. Choisissez bien aussi vos incoterms pour vos expéditions. Ça peut être lourd de conséquences en termes de coûts de transport, du coup. Merci Stélie. Maintenant, je me tourne vers les témoins. Dans un contexte de tension logistique donc mondiale assez complexe aujourd'hui, quel levier utilisez-vous pour rendre votre chaîne d'approvisionnement plus flexible sans la fragiliser ? Alors, on a entendu double source, stock tampon, etc. L'approche que nous, on prend, c'est de voir en fait où est-ce que ça risque de faire mal s'il y a un problème. Et donc, en termes d'impact revenu, ou si quelque chose arrive, combien de temps est-ce que ça nous prendrait pour revenir à un business as usual, et quelle est la probabilité que quelque chose arrive. Alors en fait, quand on met ces trois éléments ensemble, on voit directement en fait les priorités, les partenaires avec lesquels, auprès desquels il faut rester le plus proche. Donc ça, c'est la première partie, parce qu'on ne peut pas dérisquer tout, et le risque zéro n'arrive pas, il n'y en a pas. Donc il faut choisir ses batailles, j'ai envie de dire. Donc effectivement, avec les partenaires qui sont les plus stratégiques, les plus critiques, la première chose, et on l'a dit aussi, c'est rester proche d'eux, qui est cette relation de transparence et de confiance, parce que on n'aide pas, en tout cas, ça c'est mon expérience, on n'aide pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc en général, on est toujours mieux servi quand on a une bonne relation et qu'on est proche de son fournisseur, de son partenaire, et qu'on s'intéresse clairement à leur business. Ça permet également d'avoir une transparence sur leurs challenges.
parce qu'il n'y a rien de pire qu'un partenaire qui a peur de partager des erreurs qu'il aurait fait, des choses qui ne fonctionnent pas. Ensemble, ça permet de prendre des décisions averties, etc. Et alors, quand on parle de dual source, c'est vrai que chez nous, donc Aguerre a un footprint principalement européen, ce qui est un positionnement, hein, c'est une volonté du groupe familial de produire en Europe pour l'Europe. Donc effectivement, on essaye d'avoir nos fournisseurs qui sont proches de nous, mais on a également une diversification géographique. Donc quand on a 2 sources, on essaye de ne pas avoir 2 sources au même endroit. Donc ça, on prend ça fortement en compte. Et c'est vrai qu'on en reparlera aussi hein, par rapport à l'empreinte carbone. Le stock, c'est la même chose. On ne peut pas avoir du stock. Le stock, ça coûte. Donc pareil, il faut choisir ses batailles. Et alors le dernier point qui est quand même très important, aussi en prioritisation, c'est les contrats. Alors les contrats, parfois, ça peut faire peur. Mais en fait, quand on est en situation de crise et qu'on doit commencer à discuter sur l'incoterm, sur les termes, etc., c'est mieux d'avoir fait ça quand il n'y a pas d'émotion et qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de stress. Parce que le temps peut être contre vous, j'ai envie de dire. Mais pour revenir sur le stock tampon, ce qui est idéal, mais c'est pas compliqué vis-à-vis de votre direction financière de pouvoir gérer et imposer un stock tampon pour gérer ensuite la production. Enfin, je veux dire, c'est toujours complexe cette partie-là. Oui, c'est complexe pour nous, à Aguerre, hein, parce que ça coûte le stock. Et aussi pour nos fournisseurs, on a des petits fournisseurs, donc on n'a pas non plus envie... Vous êtes en flux tendu avec eux? Oui, et on n'a pas envie non plus qu'ils se mettent dans les soucis financiers parce que le stock, ça coûte. Et alors aussi, ce qui est important de savoir, c'est la supply chain du fournisseur. Parce que ce qu'on remarque, en fait, c'est que très souvent, s'il y a un problème, ça ne vient pas de notre fournisseur, mais ça vient de son fournisseur ou du fournisseur du fournisseur. Et donc, quand on calcule en fait le risque, c'est important d'avoir vraiment cette chaîne et aussi la chaîne en amont. Parce que c'est souvent les matières premières, hein, le métal, le plastique, vraiment, qui viennent, elles, alors, pas souvent, non, moyennement d'Europe, on va dire. Et donc là, il y a effectivement des tensions au niveau plus logistique et il faut anticiper ça dans la gestion du risque. Merci Marie-Hélène. Et vous, Jérôme? Alors, côté Schmitt, je vais vous parler de la partie appro et aussi de la partie logistique aval. Bien sûr. Côté appro, on a eu un peu la même stratégie de sécurisation par du stock, hein, forcément, ça c'est la première, assez variable en fonction de l'origine du produit. Voilà, si je donne un exemple, un produit qui va venir de Chine, qui est assez rare, mais on en a, on va prendre 6 mois de stock parce qu'on sait que le réappro, et on l'a connu pendant le Covid, c'était... heureusement qu'on les avait. Voilà, ça nous a permis de produire. Pour des produits plus locaux, dans les jauges en Allemagne, on va avoir uniquement 10 jours de stock d'encours et on est en flux tendu avec nos fournisseurs. Ça, c'est une partie. Côté achat, on a aussi, on est certifié achat responsable depuis un certain nombre d'années et on a une politique d'accompagnement avec nos fournisseurs. Et c'est pas uniquement des paroles. On l'a très bien. Je reprends le Covid, mais c'est à la sortie du Covid, le marché du meuble a explosé et c'était général. Tout le monde voulait de la matière première. On a continué à être servi par nos fournisseurs, même s'ils avaient des clients qui étaient prêts à mettre le prix pour payer pour acheter la matière première. Nous, ils nous ont pas. Alors, ils ont augmenté les prix, mais pas excessivement. Et ils ont continué à nous fournir. Parce qu'on a été là depuis des dizaines d'années et qu'on les a soutenus quand eux étaient dans des moments difficiles. Donc il y a ce partenariat qui est vraiment important et qui se traduit pas uniquement pendant les temps de crise, mais aussi au quotidien. Donc ça, c'est très important côté achat. Et côté aval, donc là où je maîtrise un peu plus, en termes de logistique, on va sécuriser notre chaîne de distribution. On est en train d'évoluer vers des nouveaux modes de livraison. Jusqu'à présent, on était en livraison vrac, ce qui demande une logistique particulière et l'ensemble des acteurs ne sont pas prêts à le faire. Donc on est en train d'aller vers la logistique standard, palette, justement pour sécuriser ça et pour avoir plusieurs acteurs.
Et là, je rejoins Stélie, où effectivement, l'autre aspect, c'est d'avoir plusieurs fournisseurs. Donc on n'en a pas que 2, nous on est assez gros pour avoir une dizaine d'acteurs qu'on peut actionner. Alors certains qu'on actionne plus que d'autres, en fonction des contrats aussi, mais c'est aussi un moyen de se sécuriser, parce que s'il y en a un qui, et ça nous est arrivé, qui met la clé sous la porte, on peut assez rapidement basculer les volumes chez d'autres prestataires. Même si ça se fait pas sans mal, mais quand on doit basculer une dizaine de camions par semaine du jour au lendemain, ça se fait dans la douleur, mais ça se fait parce qu'on a des contrats et des partenariats de long terme avec nos prestataires. Et le dernier aspect, ça va être la massification de nos marchés. Donc on est présent principalement, on est premier fabricant en France, mais on est présent dans l'Europe de l'Ouest, un peu sporadiquement sur certains pays, mais on va avoir des marchés cibles qu'on va vouloir développer plus, l'Angleterre, l'Espagne, où on commence à avoir plus de flux, et plus on a de flux, plus on sécurise aussi nos livraisons. Donc ne pas trop se diversifier, aller vers là où on a du volume. Après c'est aussi en lien avec le commerce, c'est pas toujours... il faut que les commerciaux y vendent. Faut trouver, ouais, voilà. Après, si je peux me permettre, oui, bien sûr. C'est bien aussi que vous soyez passé à la palette, par exemple, parce que sécuriser ces flux, c'est aussi tout ce qui est casse, perte, etc. Et en faisant ça, les colis en vrac, c'est assez dangereux, en fait. Ça se vole plus facilement, en tout cas. Oui, c'est sûr. Si le public a des questions sur cette partie-là, sur le transport international, vous pouvez lever la main. Donc, merci pour cet éclairage. Donc, et à présent, tournons-nous vers un risque qui s'installe durablement dans notre quotidien, le climat. Et pour cela, donc, je m'adresse à vous, Clémence. Première question, comment les risques climatiques vont-ils affecter les chaînes d'approvisionnement dans les 5 prochaines années ? Pour répondre à votre question, ou donner des éléments de réponse, en tout cas, je vais considérer ici, quand vous dites risque climatique, je vais considérer les risques physiques ou les risques d'aléas climatiques et pas les risques de transition qui sont les risques pour une entreprise à ne pas s'engager dans la transition bas carbone. Donc, alors pour répondre à votre question, qu'est-ce qui nous attend dans les 5 prochaines années ? On peut aborder la question sous 2 angles. D'abord, qu'est-ce que nous disent les scientifiques ? Les scientifiques nous disent que le réchauffement climatique est déjà là et qu'il impacte déjà l'évolution des aléas climatiques. Ils disent aussi que ce phénomène va s'amplifier dans les années à venir. Et d'ailleurs, un chiffre, l'année 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée et la première à dépasser le seuil des 1,5 degrés de réchauffement en moyenne. Voilà, donc ça c'est le constat scientifique, les risques climatiques sont là, ils influencent l'évolution des aléas climatiques, le réchauffement climatique est là, il influence l'évolution des aléas climatiques et ce phénomène va s'amplifier. Ensuite, pour penser à ce qui va nous arriver dans les 5 prochaines années, on peut aussi regarder ce qui est arrivé dans les années récentes. Quelques chiffres, là encore. Donc, dans les années récentes, on a tous des exemples en tête, mais par exemple, en 2022, les inondations qui ont frappé l'Afrique du Sud ont endommagé le port de Durban. C'est un port par lequel transite 20% du trafic de marchandises entre l'Afrique et l'Asie. Et donc ça a créé des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, notamment en Chine sur le cobalt. L'usine Toyota qui est implantée en Afrique du Sud, à l'occasion de ces inondations en 2022, a aussi déclaré avoir fait une perte d'environ 1 milliard de dollars due à la perte de production de 45 000 véhicules. Un autre exemple ailleurs dans le monde, toujours en 2022, sur un autre aléa climatique, l'intense canicule qui a frappé l'Inde en 2022 a fait baisser la production agricole et notamment la production de blé, qui est un intrant dans toute la chaîne agroalimentaire. Et donc, les prix qui avaient déjà beaucoup monté en 2022 à cause du conflit russo-ukrainien, ont continué à exploser et ça a touché évidemment de nombreux pays importateurs de blé. En 2024, en Europe, il y a des inondations qui ont touché la production d'aluminium cette fois-ci et qui ont du coup affecté les constructeurs automobiles comme Porsche et BMW qui ont eu des problèmes d'approvisionnement en aluminium en 2024.
pour finir sur les exemples chiffrés, France Assureur estime que les événements climatiques ont coûté 5 milliards d'euros aux assureurs en France. Donc les événements climatiques en France, ont coûté 5 milliards d'euros aux assureurs en 2024. Donc voilà, ça c'est des exemples, on en avait tous en tête, mais c'est quand même un peu sans équivoque, en tout cas sur les années récentes, des conséquences que peuvent avoir les aléas climatiques sur les chaînes d'approvisionnement et les entreprises. Donc ce qu'on sait aussi, c'est que les aléas, ils peuvent toucher plusieurs maillons de la chaîne d'approvisionnement, et de manière concomitante, un maillon peut être touché par plusieurs aléas en même temps. Et donc, si je donne un exemple, par exemple, une inondation, elle peut endommager un bâtiment, une infrastructure, qui sont en plus, les bâtiments ont un rôle central dans le processus de production et ont un coût initial très élevé. Et en même temps, cette même inondation, elle peut affecter les chaînes d'approvisionnement, les déplacements, la livraison, et entraîner la baisse des rendements agricoles, etc. Donc le changement climatique a des répercussions économiques de court terme, comme on vient d'en donner quelques exemples, par les ruptures de chaînes d'approvisionnement, l'explosion des délais de production, des prix. Mais ils ont aussi, à plus long terme, il se pourrait bien que, compte tenu du fait qu'ils sont là et que les risques climatiques vont s'amplifier, il se pourrait bien qu'ils participent finalement, dans une certaine mesure, à la réorganisation de la chaîne de valeur à plus long terme. Parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure tous les trois, les chaînes de valeur telles qu'elles sont organisées aujourd'hui sont à certains égards rendues vulnérables compte tenu du contexte de la mondialisation qui pousse à baisser les coûts. Et parfois, ça peut se faire au détriment de la résilience, en fait. Ça peut les rendre plus vulnérables. Vous avez parlé des stocks tampons, de la nécessité des stocks tampons tous les trois. Et c'est vrai qu'on a des chaînes d'approvisionnement qui sont quand même caractérisées par une hyper-spécialisation, hyper-localisation des productions et des intrants, souvent, et réduction drastique des stocks, vous l'avez dit, qui peuvent rendre vulnérables les chaînes d'approvisionnement. Les modes de production just-in-time, ça a été aussi évoqué. Et ça s'est fait, parfois au détriment de la résilience, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on se dit, les aléas climatiques sont là, ils perturbent les chaînes d'approvisionnement, il faudrait peut-être les réorganiser pour qu'elles soient plus résilientes. Mais évidemment, les risques climatiques, ils n'impactent pas toutes les chaînes de valeur de la même manière. Et pour savoir comment une chaîne de valeur est affectée, en fait, il y a deux facteurs principaux qui vont déterminer la vulnérabilité d'une chaîne de valeur face aux risques climatiques. C'est la localisation de la chaîne de valeur, où elle est, et ses spécificités propres. Et je donne un exemple. Les bâtiments et les infrastructures, ils peuvent être vulnérables au changement climatique de par leur conception. Par exemple, ils sont fabriqués avec des matériaux qui ont une faible résistance au changement climatique. Mais la localisation aussi, évidemment, un bâtiment localisé dans une zone inondable ou vulnérable, dans une zone sujette au glissement de terrain ou avalanche, c'est un bâtiment qui va être plus vulnérable. Voilà, donc la première question à se poser pour une entreprise, pour elle et sa chaîne de valeur, c'est de savoir où elle est localisée, finalement, pour savoir si elle va être vulnérable. Justement, comment fonctionne votre outil de cartographie des risques climatiques pour les entreprises ? Oui, donc je disais tout à l'heure rapidement, quand je me suis présentée, que la Banque de France développe un indicateur climat pour les entreprises. C'est un projet qui a été entrepris en 2021 et qui est déployé depuis l'année dernière, en 2024. Là, on en est à notre deuxième campagne de production de l'indicateur climat. Cet indicateur climat, il est destiné aux entreprises. C'est une évaluation proposée aux entreprises sur base individuelle et il est conçu, c'est un outil d'accompagnement conçu pour aider les entreprises à se positionner face aux défis climatiques, c'est-à-dire les aider à évaluer leur trajectoire d'émissions pour le volet transition du changement climatique, et sur le volet risque physique ou aléa climatique, on propose aux entreprises un outil qui leur permet d'évaluer leur exposition aux aléas climatiques. Et donc, c'est dans le cadre de cette dimension risque physique de l'indicateur climat que la Banque de France va mettre à disposition un outil de cartographie d'exposition de l'entreprise aux aléas climatiques
Concrètement, ça veut dire que dès fin 2025, on va proposer à environ 5 millions d'entreprises en France une cartographie de ces expositions à certains aléas climatiques. Et ça, les entreprises pourront y accéder via leur espace dirigeant, qui est un espace numérique de la Banque de France dédié aux entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès fin 2025, chaque dirigeant pourra consulter de manière confidentielle via son espace dirigeant les expositions de son entreprise, c'est-à-dire chacun des établissements de son entreprise implantés sur le territoire national sur plusieurs familles d'aléas, température, précipitation, neige, tempête, etc. Alors, cette exposition aux aléas climatiques, elle va être donnée par rapport à une période de référence et selon le scénario de la TRAC. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça. La TRAC, c'est la trajectoire de référence de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, qui est pris en compte par les autorités, par le plan national d'adaptation au changement climatique, et qui donc propose l'évolution d'aléas climatiques selon 3 niveaux de réchauffement compatibles avec, qui correspondent en gros à 3 horizons temporels, 2030, 2050 et 2100. Donc les projections d'aléas climatiques, elles nous viennent de Météo France. Ça veut dire que concrètement, une entreprise va pouvoir visualiser directement les évolutions des aléas climatiques selon ces 3 niveaux de réchauffement sur chacun de ces établissements, mais va pouvoir aussi, donc ça c'est à une maille très précise, qui sont projetés les aléas climatiques, c'est 8 km², et donc chaque dirigeant verra s'afficher la carte de France, ses établissements implantés, les projections d'aléas climatiques, mais chaque dirigeant pourra voir aussi les évolutions des aléas climatiques sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et ça pourra aider à voir justement comment est exposée la chaîne de valeur. Il faut savoir où est positionnée sa chaîne de valeur, par où elle passe, mais ça permet de voir comment moi je suis directement risqué, mes établissements, mais comment est risquée, est exposée ma chaîne de valeur. Ça permettra, je suppose, aux dirigeants de pouvoir aussi anticiper peut-être leur future implantation. Absolument, absolument. C'est tout à fait l'idée, les aider à mettre en place des stratégies d'adaptation avec cet outil de visualisation des risques futurs. Donc ensuite, évidemment, ça fait beaucoup d'informations. J'ai parlé de plusieurs aléas, de plusieurs établissements, de plusieurs niveaux de réchauffement. Donc ça fait beaucoup de données croisées, beaucoup d'informations pour le dirigeant. Donc on va lui mettre à disposition aussi un espèce de score ou d'indice de criticité qui va mettre en avant ou mettre en exergue les aléas ou les sites sur lesquels il est le plus exposé pour qu'il puisse finalement évaluer la gravité de la hausse de l'exposition. Quand par exemple sur l'aléa température, quand l'indicateur associé c'est le nombre de jours anormalement chaud, s'il évolue très peu finalement, peut-être que je suis relativement peu exposé à un risque, à une évolution du risque. En revanche, s'il évolue beaucoup, là il faut que je me pose des questions. Et donc c'est ça que visera ce système de score, c'est à permettre aux dirigeants de voir de manière synthétique là où il est le plus exposé. Ensuite, la Banque de France réorientera ou mettra à disposition des dirigeants les dispositifs d'accompagnement technique et financier qui existent par ailleurs et qui sont bien identifiés et qui leur permettront, s'ils le souhaitent, d'être accompagnés un peu plus et plus loin. Et ensuite, on va améliorer la performance de cet outil en sectorisant les aléas. Je donne un exemple très concret, très simple. Par exemple, sur l'aléa température, l'indicateur associé, c'est le nombre de jours anormalement chauds. Mais quand on est dans le secteur de l'agriculture, sur du raisin qui pousse, du blé qui pousse, ou le secteur ferroviaire, le transport, et par exemple le transport ferroviaire, l'aléa température, il ne va pas avoir le même impact, en tout cas pas au même moment, en fonction des saisons et en fonction des seuils de température atteints. Par exemple, les rails sur le transport ferroviaire commencent à se dilater à partir de 37 degrés. Donc on va compléter cet indicateur d'aléa température avec l'exposition au nombre de jours anormalement chauds avec le dépassement du seuil de 37 degrés pour mieux caractériser le risque en fait, la gravité de l'exposition. Voilà. Et enfin, on va étendre ensuite la visualisation de l'évolution des aléas au territoire d'outre-mer. Pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est en cours. Voilà. Et ce qui permettra à terme de couvrir l'ensemble du territoire français. Donc cet outil est gratuit. C'est un service rendu aux
entreprises. Parce que pourquoi la Banque de France fait ça ? La Banque de France considère que la sensibilisation des entreprises à l'accroissement des risques climatiques et leur connaissance de ces risques, elle demeure somme toute assez faible, même s'il y a un consensus, bon les scientifiques le disent, mais il y a un consensus pour dire que, effectivement, pour reconnaître en fait l'évolution des risques climatiques, mais du point de vue des entreprises, c'est pas leur cœur de métier, ça se comprend très très bien. La connaissance de ces risques et les outils qui sont mis à leur disposition restent assez faibles, et c'est pour ça qu'il a paru essentiel de leur mettre à disposition cet outil assez puissant, puisqu'il permet de s'adresser à l'ensemble des entreprises du territoire. Et d'ailleurs, cet outil de cartographie des aléas climatiques, il est intégré au PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique. Voilà. En quoi l'anticipation des risques climatiques peut être un atout pour une PME ? Parce qu'on parle des grandes entreprises, mais c'est important parce que la majorité quand même du tissu productif, exactement, sont des PME. On est d'accord. L'anticipation des risques climatiques, avec ce qu'on vient de dire, j'ai envie de dire d'abord que c'est avant tout une nécessité, puisque les risques climatiques sont là et qui vont s'amplifier. La connaissance, on l'a dit aussi, de ces risques climatiques, c'est un facteur crucial pour déclencher une stratégie d'adaptation. Et c'est bien la mise en place d'une stratégie d'adaptation par l'entreprise qui permettra de minimiser les effets du changement climatique et de maintenir la continuité des opérations. D'ailleurs, certaines entreprises, sans forcément avoir franchement entrepris une stratégie d'adaptation, elles font de l'adaptation. Il y en a certaines, et pas mal d'ailleurs, qui mettent en place des plans de continuité d'activité. C'est une manière de s'adapter, d'envisager des alternatives en cas de nécessité. Pour répondre à votre question aussi, je dirais qu'anticiper les risques climatiques permet aux entreprises de repenser leur offre de produits et services et donc d'innover finalement. S'adapter, c'est aussi être poussé à innover en incitant, en proposant des offres adaptées aux enjeux futurs. Du point de vue de l'entreprise, évidemment, un produit conçu pour résister aux changements environnementaux, il peut non seulement mieux répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi renforcer l'image de l'entreprise. C'est là que ça peut devenir un atout ou une opportunité finalement d'anticiper les risques climatiques. L'outil d'ailleurs dont je parlais, l'outil de cartographie des aléas climatiques en tant qu'indicateur de référence, puisqu'il permet un langage commun, puisqu'il s'adresse à un très grand nombre d'entreprises. Il permet aussi de dialoguer avec les autorités publiques locales et les parties prenantes. Donc anticiper les risques climatiques en utilisant un langage commun, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue. Et enfin, l'anticipation des risques climatiques, évidemment, en ce moment, en tout cas, elle peut être facilitée par le recours à des dispositifs d'accompagnement techniques ou financiers qui existent. Et qui permettent aux entreprises de passer à l'action réellement. Et voilà ce que je peux dire à peu près. Alors, pour rappeler ce que je disais un petit peu en préambule, je me suis concentrée dans mon propos sur les risques physiques. J'ai considéré les risques physiques dans les risques climatiques, mais les risques climatiques, c'est aussi pour une entreprise ce qu'on appelle les risques de transition, c'est-à-dire les risques associés au fait de ne pas s'engager dans la transition bas carbone, et donc par exemple le risque de non-conformité réglementaire qui peut avoir un coût, ou les risques de marché. Il se peut que le marché sanctionne des entreprises qui ne s'engagent pas dans la transition bas carbone. De plus en plus de sélection de fournisseurs se fait aussi sur la base de critères de durabilité. Les grandes entreprises et notamment les acteurs de la distribution, mais du transport aussi, mettent en place des critères environnementaux dans leurs appels d'offres. Donc voilà, le risque de transition, c'est aussi risquer de passer à côté d'un pan entier du marché. Et anticiper ces risques de transition pour une entreprise, c'est aussi assurer sa résilience et éventuellement bénéficier d'un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Merci beaucoup Clémence. Maintenant, je me tourne vers vous, les témoins. Donc, une petite question rapide. Comment les risques climatiques influencent-ils vos choix d'achat, de localisation ou de sourcing à moyen terme ? Ou à long terme ? Ou à court terme ? Alors, pour l'instant, on a été assez préservé effectivement localement des risques climatiques. Donc, jusque-là, ce n'était pas forcément un gros sujet, mais ça le devient, justement, avec tous ces sujets qui ressortent d'aléas climatiques et de perturbations qui amplifient les risques sur la chaîne logistique. Alors,
Côté achat, ma collègue sera mieux placée pour en parler, mais nous, de notre côté, on va faire dans nos mesures de risque de fournisseurs, on va intégrer aussi petit à petit les risques climatiques. Et si le risque est trop élevé, on va ne pas travailler avec certains fournisseurs. Il n'y a pas que le prix qui est pris en compte, il y aura aussi tous ces risques climatiques, mais aussi cybersécurité, risques d'attaques diverses. On ne va pas aller dans des pays en ce moment comme l'Ukraine, je pense. De l'autre côté de la chaîne, côté prestataire logistique, on a eu un cas récemment alors c'est pas uniquement du climat, mais en partie, un effondrement d'entrepôts lié à de fortes pluies dans le sud-ouest de la France. Pour anticiper ça, nous, aujourd'hui, on se base beaucoup sur la redondance. Donc on va avoir pas une seule, sur une zone, sur un secteur d'activité, on ne va pas avoir un seul entrepôt, on va essayer d'en avoir plusieurs à proximité sur lesquels on peut rediriger nos livraisons. Mais est-ce que c'est quelque chose, excusez-moi de vous couper, Jérôme, mais est-ce que quelque chose que vous aviez déjà mis en place avant cet événement ou c'est par apprentissage suite à cet événement? Alors, on l'avait mis en place sans forcément s'en rendre compte. Mais avec cet incident, cet événement, on est en train de le formaliser dans un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité sur les différents maillons de notre chaîne de valeur. Ça concerne l'ensemble de l'entreprise et la partie achat et logistique est concernée aussi par ce plan de reprise. Donc on va évaluer l'ensemble des risques sur notre chaîne de valeur, comprenant les risques climatiques, et voir si on met en place des mesures en face. Alors ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois mettre une mesure en face, mais vous l'analysez. Mais en tout cas, l'analyse va être faite et on va identifier les plus gros risques. On parle aussi beaucoup là où l'outil va être intéressant, c'est aujourd'hui on a du mal à avoir les données de risque. Voilà. Est-ce que notre usine à Célestat est soumise à un risque climatique, d'inondation, de montée des chaleurs? Qu'est-ce que ça va impacter sur notre usine? Donc ça, on est en train de travailler dessus et effectivement, on cherche des outils qui nous permettront d'être plus précis. Vous en avez un maintenant. Super, il y en aura un fin d'année. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en mesure en face? Alors, délocaliser l'usine à court terme, c'est compliqué, mais en tout cas, est-ce qu'on a des possibilités et quel est le risque sur notre activité en face, quoi. Voilà. Et donc beaucoup, on va jouer beaucoup avec nos prestataires sur la redondance, enfin, comme sur beaucoup de risques, et sur l'accompagnement de nos prestataires aussi, parce qu'on est certaines fois plus gros qu'eux, et certains plus petits prestataires, on va les aider aussi, s'ils ont le besoin, de faire ces mesures de risque. Alors pas climatique pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire, mais sur d'autres risques. Vous les accompagnez. Voilà. Très bien. Merci Jérôme. Marilène? Oui. Donc alors, Antonio, vous posiez la question à Jérôme si ils avaient déjà anticipé ça ou si ils ont mis des mesures en place quand quelque chose est arrivé. Donc, chez Aguerre, on n'est pas parfait. Donc, et on est très très fort à gérer les crises. On adore ça. En fait, je sais pas, il y a une c'est dans les gènes de l'entreprise. C'est dans les gènes. On adore cette collaboration et on est très bon. Donc ça, c'est top. Les crises Covid, la guerre, le canal, enfin bon, bref, tout le monde les a vécues. Récemment, il y a quelques mois, on a eu un fournisseur qui a totalement brûlé. Voilà, grâce à notre relation avec ce partenaire, il nous a aidés. Donc on a eu de la chance, on n'a pas été trop impacté parce que toute la ligne qui nous servait a brûlé. Donc voilà, donc on a eu de la chance. Et moi je trouve toujours que c'est une chance parce qu'un mois plus tard, on a de nouveau eu une crise, alors que je veux dire les derniers mois, etc., on n'en avait pas forcément eu. Sauf que là, malgré toute la bonne collaboration et le fait qu'on s'entendait très bien, etc., comme j'ai dit, au niveau amont, ça n'a pas fonctionné, donc on n'a pas pu être servi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, on aurait dû faire comme ça, on aurait dû prévoir ça, etc. Et c'est là que
On en est maintenant à se dire, voilà, on ne veut plus 80% de crise et 20% de préventif, parce que ce n'est pas comme si on n'avait pas validé des dual sources. On avait validé des dual sources, mais on a plus de 2000 fournisseurs. Donc, on ne peut pas valider à fond des dual sources pour 2000 fournisseurs. C'est clair. Bon, les équipes engineering, la production, etc., voilà, ils nous aiment bien, mais voilà. Donc, on a dit, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à inverser ce ratio et qu'on fasse 80% de préventif et que quand il arrive quelque chose, voilà, c'est les 20%. Et en tout cas, qu'on minimise la probabilité que quelque chose arrive avec, comme je disais au tout début, les partenaires qui peuvent nous impacter le plus, tant en termes de revenus que parce qu'il va nous falloir beaucoup de temps pour trouver une solution et parce qu'effectivement, il y a une haute probabilité que quelque chose arrive. Alors, dans cette partie préventive, donc on a fait une méthodologie de risque. Alors, quand vous commencez à regarder sur ChatGPT ou sur Internet, etc., vous allez voir qu'il y a une 50aine de risques. Alors, on a fait des workshops, on a été très intelligents, on a discuté entre nous, etc. On en a retenu 11. On s'est challengé, on s'est dit, voilà, les 11, c'est les 11 qui nous concernent et qui peuvent nous faire vraiment du mal. Et on s'est dit, voilà, le risque financier, le risque climatique, le risque réputationnel, enfin, etc., etc., lequel est le plus important, etc. Et au final, on a effectivement cette idée de score pour les fournisseurs, de nouveau les plus impactants. Donc, pas les 2000 aidés, mais là, pour le moment, on en est sur 250. Okay, donc, on focalise sur les 250. On les assesse très, très, très régulièrement. On les a fait vraiment profondément. Et puis, au fur et à mesure, on les fera tous. Mais on a commencé par les plus importants. Alors, pour revenir au risque climatique, il est bien sûr dedans. On utilise un outil, parce qu'on ne peut pas tout savoir, etc. Donc, il y a des outils, voilà, celui de la Banque de France est gratuit. Moi, je ne fais pas la pub, etc. Nous, on a un payant. Pas très cher, enfin bon, je ne pense pas. Mais effectivement, c'est important d'avoir ça sous le radar, quoi. Et en tout cas, de se dire, voilà, il y a une alerte avec tel fournisseur parce qu'il produit en Amérique du Sud et que ça peut ralentir l'arrivée du cuivre et voilà, et qu'on soit au courant de tout ça. Merci, voilà. Marilyn. Antonio, si je peux me permettre encore. Je vous en prie, Stélie. Je rejoins du coup Marilyn sur le sujet. Moi, j'avais noté par rapport à ça, donc soit risque climatique ou risque en général, que en fait, et je pense que je me dirige peut-être plus vers les PME qui n'ont peut-être pas autant d'analyse sur ce sujet. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment de prendre le temps d'analyser justement les dépendances qu'on a par rapport à un fournisseur, à un prestataire, par rapport à une zone géographique. Et si vous prenez le temps d'analyser ça en amont, ça évitera justement en fait, de vous retrouver le bec dans l'eau le jour J. En fait. C'est vraiment essentiel d'analyser ces dépendances en fait, et de trouver des solutions alternatives. Voilà. Ce qui est compliqué des fois quand on est dans des petites structures, de prendre le temps. Et se faire accompagner par quelqu'un, un audit extérieur qui va cibler sur... il y a trop de dépendance sur tel fournisseur, sur telle zone géographique. On l'a vu pendant le Covid. Moi, j'ai plein de clients qui s'approvisionnaient en Asie. Quand les taux du fret maritime ont été exorbitants, $20. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans produit et ils ont fini par devoir se retrouver en local. Mais ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été anticipé en amont. Donc voilà, pour moi, c'est très important d'analyser son flux. Très bien. Alors, on devait avoir une partie sur la cybersécurité. Mais notre intervenant a eu un empêchement de dernière minute, donc on va improviser. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Êtes-vous prêts ? Oui. Voyons. Alors pour la cybersécurité, déjà, avant tout, j'aimerais savoir, dans votre entreprise ou dans vos entreprises passées, avez-vous été confronté à cette problématique de cybersécurité ? Si oui, pouvez-vous nous raconter, nous expliquer et peut-être nous donner les clés derrière qui ont permis de solutionner cette problématique et éviter que ça revienne. Voilà. Alors je vais comment Jérôme, par hasard, nous sommes deux hommes, vous voyez, la parité est respectée aujourd'hui. Le troisième est absent. Alors nous, on a eu une expérience récente d'ailleurs avec un prestataire logistique qui nous fait du stockage et de la préparation à la commande. Qui a été attaqué, qui a eu une attaque cyber. Donc, branle-bas de combat, là, on était en gestion de crise.
on est aussi très bon là-dedans. En tout cas, on a su la gérer parce qu'on n'a pas fait d'arrêt de production. À savoir que c'est un prestataire qui nous prépare les pièces à 3 jours avant l'expédition finale du client. Donc c'était hyper tendu. Alors, la gestion de leur cybersécurité à eux, on ne peut pas influencer. Par contre, dans le cadre de la gestion de crise, là, on a eu un groupe multi-partenaires. Lui, nous, nos acteurs principaux, on s'est rendu sur place et on avait une task force pendant quasiment 3 jours non-stop chez eux pour régler le problème. Et ensuite, on avait au moins 3 semaines pour rattraper l'ensemble des activités et remettre à jour. Donc ça c'est important, le maillage avec nos prestataires pour dans ces cas-là pouvoir réagir rapidement et trouver des solutions ensemble, parce que ni l'un ni l'autre aurait pu le faire tout seul. Et là en l'occurrence on a su rattraper les choses parce que les données qu'on lui fournit, c'est nous qui lui fournissons les données de préparation à la commande, on les a en doublon chez nous. Donc on a su tout ressortir, même si c'était à la main et que la préparation ensuite, au lieu d'avoir les préparateurs oraux, se sont faits sur du papier à l'ancienne. Ça demande de la ressource, mais par contre les infos, on les avait. Donc ça c'est avec notre prestataire. Et en interne, alors je ne suis pas assez calé là-dessus, mais dans toutes nos systèmes de production, c'est la donnée qui est le plus important dans notre système de production. On a de la redondance, donc on a 2 serveurs constamment en redondance avec les données qui sont copiées sur les 2 serveurs et qui ne sont pas, ça rejoint aussi un peu l'aspect climatique, qui ne sont pas au même endroit physiquement. Donc toutes ces choses nous permettent d'être en mesure d'encaisser des attaques cyber. Et après, il y a aussi un service cybersécurité qui anticipe avec des pare-feux. Mais ça, c'est les grosses entreprises qui peuvent se permettre d'avoir ce type de service aujourd'hui. C'est ça. Après, par contre, si on est plus petit et qu'on travaille avec d'autres entreprises, ce qui est important... Ce sera la deuxième question. J'attends alors. Vous avez anticipé. Sténie. Oui, on a aussi eu le cas. Donc nous, on est commissionnaire de transport et on va affréter auprès de transporteurs pour prendre des lots pour faire des expéditions. Et malheureusement, on est de plus en plus confronté à des usurpations d'identité et notamment dernièrement, un camion qui s'est présenté chez le client, mais il n'a jamais été livré la marchandise et 200 000 € de marchandises dans le camion. Voilà, donc oui, on est confronté à ce genre de problématiques. On a des process à suivre. Le process avait été suivi. Heureusement fallait qu'on vérifie les documents du transporteur. Ça avait été fait. Il a vraiment réussi à vraiment tout modifier, vraiment tout. Fort heureusement, l'assureur du coup prend en charge parce qu'on avait suivi le process. Mais on est confronté à ça et quelle solution avoir? Franchement, là, il n'y en a pas en fait. Compliqué. C'est compliqué. Il y en a de plus en plus. Notre direction nous avise dès qu'ils entendent parler de sujets. Donc on est sensibilisé au quotidien sur le sujet. Nous, on est une petite structure, donc on n'a pas un gros service informatique non plus. Mais notre petit service informatique, en tout cas, nous sensibilise quotidiennement et nous fait des tests en fait. Il nous envoie des liens pour voir quelles sont les personnes qui s'amusent à cliquer dessus alors qu'il ne fallait pas. Voilà. Et, histoire de dire, OK, telle personne, il faut lui faire un petit process. Voilà. Marie-Hélène ? Oui, je pense que c'est positif. Comme vous l'avez compris, on a été tous les 3 exposés, en tout cas chez Aguerre aussi. Moi, je n'étais pas encore là à ce moment-là, mais ils ont eu effectivement une attaque cyber. Et dans ma précédente entreprise, un collègue direct l'a eu également avec un de ses fournisseurs. Alors chez Aguerre, ce qu'on fait, donc pour les services, donc les achats indirects, c'est automatiquement en place pour tous les fournisseurs. En fait, ils remplissent un questionnaire cyber et sur base de leurs réponses, en fait, notre département informatique analyse quel est le risque cyber avec ce fournisseur. Et chaque fois que le logiciel d'un fournisseur est en contact avec nos systèmes, là, effectivement, il y a une procédure particulière qui est encore plus stricte sur le sujet. Donc, c'est très clairement pris au sérieux, effectivement, avec les tests en question. Donc, ça, depuis bien longtemps d'ailleurs. Des clauses dans les contrats également. Maintenant,
même si on a une clause avec le fournisseur, c'est pas toujours Respecté. de sa faute. Non, mais c'est pas toujours non plus de sa faute. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important. Le questionnaire cyber avec nos fournisseurs n'est pas forcément pour blâmer le fournisseur. C'est aussi pour l'aider, parce que souvent, on leur, s'ils ont un score, je sais pas moi, de 40 sur 100, on va dire, en fait, ils apprennent qu'ils ont 40 sur 100 et que donc, ils sont potentiellement à risque. Et donc, en discutant aussi avec nous, quelque part, on les aide aussi à se protéger. Et donc, le risque, en tout cas, est bien présent. Il fait partie des 11. Merci d'avoir essayé de répondre. On a essayé de parler de cas concrets vis-à-vis de cybersécurité. Maintenant, on va essayer de prendre un peu de hauteur et je vais vous poser 2 questions transverses pour qu'on puisse croiser les regards justement sur cette partie qui est liée au risque. Ma première question serait quel est le geste ou la décision la plus simple et la plus efficace qu'une entreprise puisse prendre dès demain pour sécuriser sa chaîne? Donc, on commence par vous? Oui. Comme ça, on fera un tour de table. Alors, moi, je suis arrivée chez Aguerre il y a 1 an, donc à la tête des achats. Et la première chose que j'ai dit à l'équipe, c'est je veux rencontrer les fournisseurs stratégiques. Donc, je veux les rencontrer personnellement parce que la crise fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, après-demain, ce sera autre chose. On ne pourra pas les anticiper. Et donc, je veux être personnellement en contact avec les fournisseurs pour que le jour où il arrive quelque chose, on soit effectivement considéré et qu'ils puissent nous aider et avoir construit cette confiance avec eux. Donc, pour moi, très clairement, c'est la collaboration avec les fournisseurs qui est, si je ne dois en retenir qu'une, c'est celle-là. Clémence? Moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure ou rester sur les aléas climatiques. Un geste simple pour sécuriser sa chaîne, c'est utiliser l'outil de cartographie des risques mis à disposition par la Banque de France et regarder comment a été exposée sa chaîne de valeur. D'accord. Voilà, par exemple. Stélie? Ouais, moi, je vais reprendre aussi quelque chose que j'ai dit, c'est vraiment prendre le temps d'analyser sa dépendance, en fait. Parce que si on fait ça, déjà... De prendre le temps d'analyser, de voir où sont ses fournisseurs, etc. Exactement. Ses fournisseurs, les dépendances qu'on peut avoir. Si on n'a qu'un seul fournisseur pour un type de produit, le jour où il met la clé sous la porte, trouver un backup, comme on dit. La zone géographique, il y a des pays où, avec les conflits géopolitiques, on ne peut plus s'approvisionner sur un pays. Là, avec Trump qui met des droits de douane dans tous les sens, ça peut vite complexifier le sujet, il y a ça aussi. Donc prendre le temps d'analyser si on a une dépendance sur un fournisseur, sur une zone géographique ou sur un partenaire, tout simplement. Ouais. Jérôme? Pour ma part, je rejoins ma collègue sur le fait de mesurer et aussi de prévoir, d'anticiper avec un plan de continuité ou de reprise d'activité pour identifier vraiment les chaînes à risque dans notre chaîne de valeur, que ce soit interne ou externe. Et s'il y en a un que je dois retenir aussi, ce serait de multiplier nos prestataires, d'avoir toujours de la redondance. Donc pas être dépendant d'un seul prestataire ou d'une seule possibilité sur notre chaîne de valeur. Que ce soit en achat, en transport, en livraison, en logistique, etc. Et même pas un seul client. On le voit aussi chez des clients qu'on accompagne où du jour au lendemain, leur client principal met la clé sous la porte. C'était... ça, il faut tirer l'oreille du commercial, généralement. Après, c'est pas forcément toujours simple, mais voilà. Mais quand on a 60% de son chiffre d'affaires qui est fait avec un seul client, c'est trop de dépendance, en fait. C'est pas possible. Enfin, une dernière question qui servira un peu de conclusion avant de passer aux questions-réponses du public, si vous souhaitez participer. Comment mieux coopérer entre clients, fournisseurs, prestataires et institutions pour faire de la résilience un projet commun et non pas une contrainte? C'est vraiment un petit résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Jérôme? Je veux bien commencer, ouais. Alors pour ma part, c'est quelque chose qui me tient à cœur et avec lequel je me bats aussi en interne. C'est dans la négociation, que ce soit avec des prestataires,
des fournisseurs ou peu importe, avec des gens avec qui on aura des contrats, c'est de négocier pas uniquement un prix, mais une prestation et la globalité de sa prestation. Parce qu'on a trop tendance à faire un PowerPoint, voilà, le moins cher, on prend la décision. Mais le moins cher n'est pas forcément la meilleure solution, elle peut coûter cher par la suite. Et de mettre en face du prix la prestation proposée. Parce que c'est jamais uniquement un prix, c'est un prix associé à une prestation, à une globalité de chaîne de valeur. Vous parliez avant d'un coterme, c'est pareil, en fonction, ça change énormément. Merci. Stélie ? Moi, je pense que dans cette relation client, fournisseur, prestataire, il faut qu'il y ait une très bonne relation de confiance et de respect, en fait. Parce que, comme a pu dire Marilyn, c'est que, en fait, si on a ça, dans les moments de crise, la personne en face sera là pour aider. Nous, dans le transport, il y a tellement d'aléas, mais même pour vous en tant qu'exportateur, etc., hein, que si on n'avait pas cette relation avec nos partenaires, on n'en ferait pas autant tous les jours, quoi. Donc pour moi, respect et relation de confiance, et du coup, tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte pour aider l'autre. Ouais. Merci. Clémence ? Je vais pour une part répéter ce que vous avez dit, mais pour faire de la résilience un projet commun, il faut déjà, je pense, que l'entreprise s'engage elle-même dans des actions qui permettent d'assurer sa résilience et qu'ensuite elle communique à ses partenaires sur ce qu'elle fait. Et la solidité aussi des relations entre fournisseurs et clients permet probablement de mieux coopérer et d'assurer la résilience du système. Pour conclure, Marilyn. Donc moi, je suis profondément convaincue dans le pouvoir du partenariat. Le partenariat en interne, donc c'est pas que le problème de la supply chain, le problème de la logistique ou des achats, c'est le problème, c'est un sujet critique pour l'ensemble de l'entreprise, inclut la production, l'engineering, etc. Donc au plus on est proche de ces clients internes, de ces stakeholders, au plus on est une équipe, au plus on sera résilient et on sera fort. Les fournisseurs, j'en ai parlé, donc c'est en interne et en externe. Et puis le troisième point, comme je l'avais mentionné aussi auparavant, c'est essayer, je rejoins aussi Jérôme, totalement aligné sur le fait qu'il n'y a pas que le prix qui compte, donc je suis responsable achat et je le dis. D'ailleurs, le prix, c'est pas le premier, c'est vraiment on appelle ça le total cost of ownership, donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, et essayer vraiment d'aligner les points importants avant avec le fournisseur pour que le jour où il arrive quelque chose, on ne soit pas en train de gérer parfois ces petits détails qui peuvent fâcher. Qui peuvent pourrir la relation. Au moment où on n'en a pas besoin, exactement. Donc au plus c'est clair, au plus on sera efficace et on se fera confiance. Merci Marilyn. Donc je me tourne vers vous. Alors avez-vous des questions ? Tout le monde est calme, c'est la digestion. On attend. Ah. Pierre Fournaille, cabinet conseil en supply chain. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez beaucoup insisté sur la notion des fournisseurs, la redondance au niveau des fournisseurs. Vous n'avez pas abordé les ressources internes, c'est-à-dire que nous on voit ça chez nos clients, parfois ça peut être catastrophique, un responsable transport, un approvisionneur qui tombe malade ou qui quitte la société. Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées et des besoins d'organiser des backups ? Qui souhaite répondre ? Moi, je peux juste dire que c'est un point effectivement qu'on a dans nos risques, là, les 11, puisqu'on l'a effectivement expérimenté, les backups des ressources clés, comme on les appelle. Donc, c'en est un. Effectivement. Alors, nous, on l'a abordé aux achats ressources clés chez le fournisseur, mais effectivement, il y a aussi les ressources clés chez nous. C'est pour ça que quand je disais partenariat et je disais l'équipe qui gagne ou l'entreprise qui gagnera, c'est celle qui aura des forts partenariats en externe mais aussi en interne. Effectivement, c'est un point à ne pas sous-estimer. D'autres questions ? Bon, merci. Merci d'être venu. Merci à nos intervenants. Merci de votre attention.